Les maternelles d'Afrique, c'est l'émission de la famille sous toutes ses formes. C'est tout de suite sur TV5 Monde. Aujourd'hui, au Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter des parents qui élèvent seuls leurs enfants. Puis, nos enfants de la récré nous diront ce qui leur fait peur. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elles l'ont fait, où nous recevons Michel Chanté. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Espoir qui nous écrit de Kisangani en RDC. Alors que me dit Espoir? Il me dit « Coucou Angela, on mange très épicé à la maison et je voudrais savoir à partir de quel âge mon bébé de 2 ans peut commencer à manger des plats épicés. » Espoir, 2 ans, c'est plus un bébé hein, entre nous. Mais je comprends parfaitement, nous les parents, nos enfants restent éternellement des bébés. Alors, c'est très bien de vous poser cette question, de vous demander à partir de quel âge les enfants peuvent consommer des produits épicés. Et donc, nous nous sommes adressés à notre nutritionniste préféré, le docteur Amenito du Togo. On lui a demandé ce qu'il en pensait. Le docteur Amenito dit: le bébé, quand vous commencez sa diversification alimentaire, vous commencez à l'habituer à manger des aliments solides, puisqu'il était jusqu'à ses 6 mois à des aliments liquides. Et donc, vous pouvez introduire certains aliments à partir du moment où ils sont bien cuits, comme l'échalote. Vous pouvez également introduire de l'oignon ou vous pouvez introduire également de l'ail. D'accord. Je vois que j'ai aussi de la coriandre fraîche parce que ce sont des épices qui ne sont pas très fortes. Vous pouvez également introduire de la coriandre en poudre où là, qu'est-ce que j'ai du curcuma. Voilà. À partir de 1 an et demi, voire 2 ans, c'est à partir de là que vous allez pouvoir introduire des épices un petit peu plus piquantes, comme le piment. Vous voyez, j'ai des piments de plusieurs couleurs. Là, on a la chance d'avoir ça dans la sous-région. En faisant très attention à introduire de toutes petites quantités. Voilà, donc en parlant d'aliments qui n'ont pas besoin d'épices, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'avocat. Vous savez, l'avocat, c'est un fruit. Déjà, c'est un fruit qui est riche en fibres, les fibres qui sont vraiment nécessaires à notre transit intestinal. C'est un fruit qui est riche en acides gras insaturés, donc les bonnes matières grasses. Et en fait, avec ce fruit, vous allez pouvoir trouver de la vitamine K, vous allez pouvoir trouver du magnésium qui est un anti-inflammatoire naturel. Et là, justement, nous avons profité pour faire une petite recette à base donc d'avocat, de tomates et de maïs. Vous rajoutez à cela un petit yaourt pour le dessert et puis vous avez un plat équilibré. J'espère, Espoir, que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poser sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Vous savez quoi, aujourd'hui, je reçois des superwomen. Vous, en tant que parent, là, vous êtes 2. Vous avez un enfant, ça galère. Vous avez 2, mais vous êtes 2 pour gérer les enfants, là. Mais quand les enfants découvrent qu'ils sont en supériorité numérique et que vous êtes parents célibataires et que vous devez les gérer, mais comment ils font? Comment ils font ces parents-là? D'ailleurs, on vous a posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique, on vous a demandé si vous éleviez vos enfants seuls. Et vous avez été 64% à nous dire non et 36% à dire oui. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Fauve. Alors Fauve, vous avez 30 ans, oui. Vous êtes maman célibataire, vous avez 2 enfants. C'est ça. Merci d'être venue. Bienvenue dans la maison des Maternelles d'Afrique. Merci beaucoup. José, vous avez 34 ans, vous avez 3 enfants et vous êtes aussi maman célibataire. On va parler de ça tout à l'heure. Bienvenue à vous. Merci. Docteur Kwame, vous êtes psychologue et vous êtes venu nous éclairer avec votre expertise sur cette situation particulière que d'être parent célibataire. Okay. Bienvenue à vous. Merci. Alors, on va commencer avec vous, Fauve. Vous avez toujours voulu faire un enfant seul? Ou bien Non. ça arrivait comme ça? C'est arrivé comme ça. Ah, voilà. Alors, racontez-nous. Alors, on était jeunes, on vivait en France. Et j'ai su que j'étais enceinte à 2 mois et demi, 3 mois Vous de aviez quel âge? grossesse. J'avais 24 ans.
Voilà, donc le papa était plus jeune, il avait 3 ans de moins et il a un peu eu peur en fait. Il n'a pas supporté, on a essayé quand même de rester ensemble. J'ai accouché, on est resté ensemble, disons, 2-3 mois. 2-3 Et mois il n'a pas pu supporter. Il était vraiment trop jeune, il ne comprenait pas, il n'était pas prêt à prendre ses responsabilités, enfin tout le tralala. Et donc j'ai dû partir. J'ai déménagé dans une autre ville avec la petite. Et quand elle a eu 1 an et demi, disons, je suis rentrée à Abidjan. Pourquoi vous êtes entrée en Côte d'Ivoire? Alors je suis rentrée en Côte d'Ivoire parce que c'était très compliqué de gérer un enfant seul en France. Je ne pouvais pas travailler parce que je n'avais pas encore trouvé de crèche pour elle et je n'avais pas de quoi payer une nounou. Donc je suis restée 1 an à ne rien faire. Mais j'ai décidé de rentrer pour travailler, pour me reconstruire et puis pour lui donner un cocon familial un peu plus grand. En rentrant chez ma mère, elle avait une nounou pour s'occuper d'elle et moi je pouvais m'occuper de moi, travailler, etc. Donc vous étiez en France, c'est difficile en France avoir une nounou, le système de garde c'est difficile, même trouver avant même d'avoir l'argent, trouver c'est compliqué. Donc vous dites je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là je serai accompagnée, en plus ma mère est sur place, C'est ça. Ça va être plus simple. D'accord. Et pour vous José alors, vous vouliez être maman célibataire? Non. Non. Le premier, il est arrivé quand j'étais au lycée. Voilà, j'étais au lycée et puis bon, c'est arrivé, je l'ai fait et puis je suis restée avec son père 1 an et puis on s'est séparés. Et puis, après lui, il y a eu le second. J'ai fait entre le premier et le second, il y a pratiquement 10 ans. La troisième, il y a 6 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, j'ai pas voulu être mère célibataire. Comme toute femme, on s'engage dans des relations pour aboutir au mariage. Et puis bon, la grossesse, elle arrive avant d'aller à la mairie. Et puis bon, après, ça devient... En fait, c'est la vie, parce qu'on imagine, on va trouver un papa, on prend le papa, on fait les enfants, ensuite il y a la maison, la voiture, le chien, tout, et puis c'est fini. Et puis finalement, c'est la vie qui arrive. Hein, docteur Kwame? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand on devient, en fait, maman célibataire ici en Afrique? Quelle est la perception, en fait, de la femme quand on devient femme? Comment est-ce qu'on perçoit notre vie de famille? Le standard, c'est quoi? Bien, quand on est femme, le standard en termes de perception, c'est justement, dans ses derniers propos, elle a eu à le souligner, avoir un homme avec qui on va à la mairie, on se marie, et puis voilà, on mène notre vie tranquillement avec nos enfants. Donc, en fait, voilà le standard, le modèle de vie que la femme ivoirienne, africaine, vraiment souhaite. Elle aspire. Tout à fait. Le mariage, les enfants, la voiture et le chien. Et pour vous, alors, du coup, Fof, vous vous retrouvez donc ici en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que ça représente au niveau du quotidien de se retrouver comme ça, donc avec un enfant en bas âge, ici en Afrique? Bon, moi, j'étais soulagée parce que j'ai beaucoup galéré. Ouais. J'ai vraiment galéré, c'est-à-dire que même quand je partais prendre ma douche, quand je partais aux toilettes, j'avais la petite dans la poussette devant moi, dans la maison, tout le temps. J'étais très protectrice, j'avais peur qu'elle manque d'amour, en fait. Et quand je suis rentrée, j'ai eu du monde pour m'aider. Donc j'avais ma mère, j'avais la nounou, j'ai trouvé du travail, donc j'étais épanouie. Et je sais que les gens étaient un peu surpris de savoir que j'avais un enfant et que j'étais plus avec le père et que donc j'étais mère célibataire. Parce que j'avais tendance à voir que les hommes, par exemple, qui venaient vers moi et qui savaient que j'avais un enfant, reculaient tout de suite. Pourquoi? Ils avaient un peu peur ou alors il y avait des jugements que je remarquais, c'est que les gens se disaient, bon, bah, si elle a déjà un enfant et tout, je ne vais pas m'engager avec elle, je vais peut-être essayer une petite relation comme ça, mais rien de vraiment sérieux parce que je n'ai pas envie d'assumer l'enfant de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Donc, vous dites aujourd'hui, le fait d'être maman célibataire, c'est un frein pour reconstruire votre vie? Pour certaines personnes, moi, ça n'a pas été un frein pour moi, heureusement, oui. Mais pour les échanges que j'ai pu avoir, j'ai compris que les hommes avaient peur de se mettre avec une femme qui avait déjà un enfant. J'en ai parlé avec des amis qui me disaient non, je ne peux pas,
parce qu'il y a le père qui peut réapparaître, parce que l'enfant peut me rejeter, parce que c'est une charge que je ne suis pas prêt à assumer. Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui fuient quand ils savent qu'une femme a déjà un enfant ou qui viennent juste pour s'amuser, mais pour rien de sérieux. Est-ce que c'est pareil pour vous, José? Vous avez ressenti la même chose? Bon, pour la première fois, bon, j'étais vraiment jeune. Après ça, bon, je n'ai pas voulu automatiquement m'engager. J'ai mis assez de temps jusqu'à ce que je trouve le père de mon deuxième. Effectivement, en Afrique, je ne sais pas si c'est partout ailleurs, mais en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, quand tu as déjà des enfants, ou bien tu as déjà des enfants, les gens ont des préjugés sur vous. Quel genre de préjugés? Bon, automatiquement, ils se disent, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas eu un bon comportement que l'homme avec qui elle était l'a laissé, ou bien, bon, elle a déjà un enfant, je ne peux pas venir prendre cette charge. Il faut vraiment quelqu'un qui t'aime vraiment pour accepter des enfants. Et ces genre de personnes sont rares de nos jours. Mais alors, docteur Kwame, qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes quand ils voient une femme qui a déjà des enfants? Comment ils la perçoivent? Quand l'homme voit une femme qui est dans cette situation, généralement, on en a une perception plutôt négative, hein, due au fait qu'on attribue justement à cette dernière toutes les causes de la séparation, liées en partie sûrement à son mauvais caractère, à son comportement qui serait insupportable. Mais est-ce que, en poussant la réflexion plus loin, cela ne cache pas justement d'autres réalités? Parce que, à prendre de près ce que Madame a dit tout à l'heure, justement, il y a l'idée de responsabilité à assumer vis-à-vis de cet enfant. Et surtout que la possibilité, parce que la crainte que les pères, ou du moins les hommes nourrissent, cette peur peut être fondée dans la mesure où il ne faut pas rejeter du revers de la main la possibilité justement de voir revenir le père de cet enfant. Donc, en fait, vous avez 2 enfants donc aujourd'hui. Comment se passe votre quotidien avec vos enfants? Parce que moi, j'en ai 2. J'ai ma maman, j'ai mon papa, j'ai la nounou, j'ai la tutrice, j'ai le papa, j'ai tout et déjà je suis débordée. Alors comment vous faites? Alors, j'ai eu ma deuxième fille, donc 3 ans après la première. Elles sont donc avec moi chez ma mère. Je pars au travail donc tous les matins. Je les laisse à la nounou et à ma maman qui supervise bien sûr derrière, qui est toujours là pour voir si tout se passe bien. Donc la première va à l'école, la deuxième est encore petite, donc elles sont à la maison, elles s'entendent très bien. J'ai vraiment pas de soucis quotidiennement, franchement. Elles sont très bandites, elles courent partout, elles font beaucoup de bêtises, mais elles s'entendent très bien. Elles ont une complicité qui est là et c'est ce que je voulais, c'est vraiment ce que j'espérais, donc tout se passe bien. Alors, est-ce que vous sentez des difficultés à être maman seule, à élever vos enfants seule? Non. Vous ne vous sentez pas seule en fait? Non, je ne me sens pas seule du tout. Je suis très bien encadrée, donc je n'ai pas de soucis, heureusement. Et pour vous, José? Je dis merci à ma famille. Vraiment, ça n'a pas été facile. Bon, le premier, lui, il est avec son père. Mais les 2 autres sont avec moi. Mais souvent, je me dis que c'est grâce à ma famille que j'arrive. C'est pas facile. Pas facile. Pas facile. Mon quotidien chargé. C'est pas facile. Pas facile. Il faut aller chercher, aller chercher, apporter à la maison, venir gérer les enfants. Là, quand ils sont malades, là, c'est vraiment la cata. Justement, comment ça se passe quand ils sont malades? C'est la cata. Qu'est-ce que vous faites? Bon, j'essaie de prendre mon sang-froid. Et puis, bon, c'est déjà là, et puis j'affronte. Sinon, j'ai personne. J'ai personne. Par moment, quand les enfants ils sont malades, ils ne veulent pas aller ils veulent pas aller chez quelqu'un, ils sont collés à la maman. Rester avec maman. C'est compliqué souvent.
c'est compliqué. Compliqué. Donc, je suis obligée de jouer le rôle du père et de la mère. Donc, c'est compliqué. Alors ça, justement, ce que vient de dire José, c'est très intéressant, docteur Kwame. Quand on est parent célibataire, on doit jouer les deux rôles à la fois. Oui. Est-ce qu'il y a des risques pour la construction de l'enfant? Parce que je suppose qu'il y a des parents qui nous regardent et qui se posent la question. Tout à fait. Effectivement, il y a des risques. Parce que dans l'éducation de l'enfant, il a besoin de deux figures parentales. Et dans sa construction, justement, l'enfant a besoin, à un moment donné, par le phénomène d'identification, de s'identifier justement à un parent. Lorsque l'enfant garçon, par exemple, est à l'adolescence, la tendance, justement, c'est de s'identifier à la figure paternelle. Mais si cette figure n'existe pas, ça devient compliqué pour l'enfant parce qu'il ne pourra pas, en fait, évacuer les frustrations, justement, liées à la présence du père dans cette relation fusionnelle qu'il a établie avec l'enfant, du moins avec la mère. Mais du coup, cette figure masculine, si on n'a pas de père, on peut la trouver chez l'oncle, chez l'ami, chez... C'est ce qui est intéressant dans ce que, dans ce que Madame explique, parce que ici, on voit l'idée de substitut. On voit l'idée de substitut, et ça, c'est véritablement important pour l'enfant. Parce que dans tous les cas, pour l'enfant, le père, ce n'est pas forcément le géniteur. C'est vrai. Le père ou la mère, c'est celui qui est à ses petits soins. Et donc, du coup, lorsqu'on se retrouve dans une famille élargie, le mécanisme de substitut, en fait que l'enfant on arrive à rattraper, dans une certaine mesure, l'absence du père ou de la mère dans l'évolution, dans le construit de l'enfant. Et je voulais vous demander, mesdames, le regard des autres. On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec le regard des hommes, mais le regard de l'entourage, est-ce que vous avez souffert ici du regard des autres? Est-ce que les gens vous regardent avec bienveillance ou bien il peut y avoir du jugement? Vous en parlez tout à l'heure, José, justement, du jugement. Comment ça se passe avec les autres? Bon, on sait, on entend, mais bon, s'attarder sur certaines choses ne vont rien régler. Qu'est-ce que les gens disent? Bon, elle vit seule, elle a 3 enfants, elle n'est pas mariée, si elle est en famille, c'est que la faute lui revient, bon, plein de préjugés même sans connaître même l'histoire. Voilà, la mère. Donc je me dis que le peu d'énergie qui me reste là, je me concentre sur mes enfants. Je ne regarde pas l'entourage, ce que les gens disent, non. Je me concentre sur mes enfants, leur éducation, voilà. Comment chercher, venir les nourrir, comment chercher à les scolariser, c'est le plus important pour moi. Donc, quand je regarde mes enfants, je me dis, Dieu m'a fait une grâce, donc j'ai la force de continuer. Donc, le regard des gens, les préjugés des gens, franchement, ça passe par là. Voilà, ça me dit, franchement. Et vous, Faux? Moi, j'ai eu droit au... Elle n'est pas sérieuse. Bon, en même temps, elle a fait un enfant avec un gamin, ce qui n'était pas forcément faux. Et donc, voilà, c'était plus ça. Voilà, elle n'a pas forcément beaucoup réfléchi. Elle a eu un enfant comme ça. Elle n'a pas pensé aux conséquences. Quelquefois, des personnes de la famille qui regardent et qui se réjouissent un peu en se disant « Ah ben voilà, elle n'est pas parfaite finalement. Elle a eu un enfant, elle est seule. » Mais à côté de ça, il y a les amis, il y a les patrons qui sont très gentils, qui sont compréhensifs, qui sont contents de te voir arriver avec ton enfant, tes enfants, en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont mignonnes et tu es courageuse. » Et donc, beaucoup d'encouragement, beaucoup de bonnes paroles aussi qui font qu'on avance. On a envie d'avancer et on se construit au fur et à mesure. C'est très intéressant, en fait, ce que je comprends, docteur Kwame, c'est quand même la différence dans nos civilisations africaines par rapport aux sociétés occidentales, c'est qu'ici, on est quand même assez entouré.
ce phénomène de famille élargie, on peut en profiter, on peut avoir accès donc aux voisins, on peut avoir accès à la tante, à la cousine, à l'ami, et c'est ça qui nous permet de supporter, c'est pour ça que je dis supporter la charge de l'éducation de nos enfants, parce qu'on ne décide pas d'avoir des enfants seuls. Non, non, on n'a pas choisi, hein. Ça arrive comme ça. D'accord? Parce qu'il y a des fois, là, pour mesdames, c'est le cas effectivement de monsieur qui est parti, ou bien madame qui est partie, ou bien c'est monsieur qui est décédé, ou madame qui est décédée. Et là, on se retrouve aussi à élever les enfants seuls. Et donc, ce qui est super chez nous, c'est de pouvoir avoir cette famille élargie. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre expérience. Je suis ravie de voir que vous êtes entourée, que ça se passe bien. Vraiment, vous êtes courageuse. Hein. Parce que moi, là... Merci Fauve. Merci José. Docteur Kwame, c'était un plaisir. Merci et beaucoup. je vous dis à bientôt. Je vous en prie. Je vais recevoir une de ces femmes inspirantes qui a vraiment une expérience intéressante à partager. Mais avant ça, la récré. Les loups. Moi, j'ai peur des serpents. Moi, je n'ai pas peur des serpents et des lions. La piqûre. Ouais, peur du lion. Moi, j'ai peur Tu as peur de quoi? de rien. Bonjour Mireille. Bonjour. Quelle longue journée. Je devrais même vous dire bonsoir. Ça a été une longue journée aujourd'hui et je suis ravie de vous accueillir dans ma maison des maternelles d'Afrique. Et je suis ravie d'être avec vous. Vous voyez ce magnifique jardin, on est bien là. Alors Mireille, alors écoutez, il faut que je reprenne mes notes parce que pour me souvenir de tout ce que vous avez comme diplôme, donc vous avez un bachelor en finance, un master en entrepreneuriat social et vous êtes professeur à l'Université internationale de Grand Bassin. J'étais professeure. Vous étiez professeur. Oui, j'enseigne maintenant en maternelle. Vous enseignez en maternelle? Oui. Dis donc, alors c'était parfait que vous soyez là aujourd'hui. Alors vous avez fait quelque chose qui est vraiment très intéressant. Vous avez monté une bibliothèque. Oui. Alors déjà, pourquoi? Alors, on va dire que c'est parti d'une passion pour l'éducation. Donc c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours aimé la lecture. Mais lorsque je faisais mon master en entrepreneuriat social, je me suis rendu compte que la manière d'enseigner était différente. Donc là, on avait des projets qu'on nous donnait, on devait faire des recherches et ensuite on devait proposer des solutions face à certains problèmes devant notre classe. Et là, je me suis dit, bah, tiens, je suis allée à l'école pendant tout mon cursus scolaire, mais je m'asseyais juste pour écouter le professeur et je rendais ce que je faisais. J'avais de bonnes notes, mais je n'avais pas l'impression d'apprendre pour moi-même. J'apprenais juste pour avoir de bonnes notes. Et pendant mon master, c'était tellement différent que je me suis dit, ça serait génial d'avoir ça dans le système éducatif ivoirien. Donc pour commencer, je me suis dit, d'abord, il faut que j'aie de l'expérience. Donc j'ai commencé à enseigner à l'université, dans mon ancienne université ici en Côte d'Ivoire. Et vous enseignez quoi? J'enseignais des cours de business. D'accord. Donc j'enseignais des cours de business à des élèves de première, deuxième année. Et puis après ça, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire quelque chose pour moi qui me permettrait de tester les idées que j'ai pour l'éducation. Et je me suis dit, bah, je vais avoir une base, une bibliothèque comme base, mais c'est un espace éducatif où on fait plusieurs activités qui amènent l'enfant à ouvrir son esprit. D'accord. Et du coup, vous avez trouvé un local. Et il est où ce local? À Yopougon-Toit-Rouge. D'accord. Donc Yopougon, c'est parce que c'est votre quartier. Oui, c'est à Yopougon que je suis née, que j'ai grandi et que je vis encore. D'accord. Et comment vous avez appelé cette bibliothèque? Le centre Eulis. Pourquoi? Eulis, c'est un anagramme de mon nom de famille, Siloué, donc c'est juste Siloué à l'envers. Alors donc, ce centre, il s'adresse aux enfants ou s'adresse à tous? Qu'est-ce qu'on y fait? En vrai, il s'adresse à tout le monde. Mais lorsqu'on a commencé, on s'est rendu compte que les adultes qui n'aiment pas lire, c'est pas évident de les amener à la lecture maintenant. Donc, on avait plus d'enfants qui venaient nous rendre visite et on a décidé de s'orienter vers les enfants. Mais maintenant, on essaie également de faire des activités pour les adultes. Mais encore une fois, on est plus focalisé sur les enfants. Donc, ce centre, est-ce qu'il est payant? Oui, il y a des abonnements, mais en fait, il est plus social. Donc, du coup, les abonnements pour les enfants, ceux qui viennent au centre, sont de 1 000 francs le mois, 10 000 francs l'année.
et de 100 francs l'heure pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de prendre l'abonnement mensuel ou annuel. D'accord, donc c'est plutôt accessible en fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on y fait? On vient pour faire des activités quoi, de lecture, de jeu. Oui. Les enfants ont quel âge? Donc déjà, le centre il est ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h. D'accord. Et quand les enfants viennent, ils peuvent prendre le livre qu'ils veulent, ils s'asseyent. On a des enfants aussi petits que des enfants qui sont en maternelle. Donc eux, quand ils viennent, on leur donne peut-être des Legos pour jouer ou on a quelqu'un qui est là qui va les aider à faire la lecture un peu avec eux. On en a qui vont jusqu'à la classe de 4e en moyenne pour ceux qui viennent nous rendre visite. Donc ils prennent les livres, ils lisent comme ils veulent. Et les mercredis et les samedis, on a des activités qui sont dirigées par des bénévoles. Donc par exemple, on fait des cours d'anglais, d'informatique et on fait des petites sessions de lecture avec eux. D'accord, donc finalement, ce n'est pas seulement un centre de lecture, c'est un centre d'éveil, un centre d'activité. Exactement. C'est extraordinaire. Oui, Mireille, rappelez-moi votre âge. J'ai 24 ans, j'aurai 25 ans dans un mois. Un quart de siècle dans un mois et vous avez déjà fait tout ça. Enfin, peut-être que c'est... Lorsque moi j'ai commencé à, on va dire, à m'investir, j'avais l'impression au contraire d'être en retard parce que j'ai vu tellement de personnes qui faisaient des choses magiques à un jeune âge. Je me suis dit, bah, moi je me suis focalisée sur moi, je partais à l'école, je faisais des bonnes notes, mais ça s'arrêtait là. Et du coup, j'ai toujours l'impression, même d'ailleurs, que j'ai un petit retard et que voilà, j'ai envie d'accomplir beaucoup plus de choses. Ouais, alors disons que vous allez très vite pour certaines. Moi, je trouve que vous allez très vite et ça fait plaisir de rencontrer des jeunes femmes comme ça, pleines d'énergie, qui ont de belles initiatives sociales et civiques. Merci. Alors, un petit jus d'orange, très rafraîchissant. D'accord.